Bonjour Guillaume, Bonjour Ginette. tu te présentes pour Québec solidaire dans le comté de Louis-Hébert. Pourrais-tu nous dire ce qui t'a amené à te présenter comme personne candidate? Bon, alors, ce qui m'amène à me présenter comme candidat, ce qui m'amène à militer en politique, en un mot, ce serait, si on pouvait résumer ça en un seul mot, ce serait évidemment les convictions. Alors peut-être, si vous me demandez, je présume d'élaborer les convictions. Qu'est-ce qui m'a amené, ces convictions, et quelles sont-elles? Alors, moi, je suis né dans le dernier droit de la guerre froide. Alors, on était encore à l'époque où on était dans l'antagonisme entre un bloc, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Les jeunes hommes curieux ont grandi, puis on entend, eux sont des communistes. Nous, on est quoi? On est des capitalistes. Alors, ça chemine, les concepts cheminent, les questionnements cheminent chez un jeune homme qui est curieux de connaître le monde. On est également aussi dans une époque où est-ce qu'on fait le constat qu'au Québec, à cette époque-là, disons vers la fin des années 90, début des années 2000, début des années 90, fin des années 80 plutôt, à peu près tout le débat politique au Québec était accaparé par la question constitutionnelle. Qu'on se souvienne de Meach, de Charlottetown, puis du contexte pré-référendaire. On me posait au Québec la question pourquoi au Québec est-ce qu'on n'a pas ce débat-là sur l'axe droite-gauche. Alors, tout en me posant ces questions-là, je trouvais des réponses. On était aussi dans le contexte, justement, la guerre froide, c'est issu de la configuration mondiale qui ressort de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, aussi, ça pose aussi la question, c'est quoi qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale? Le nazisme, c'est quoi? C'est quoi l'extrême droite? Donc, vous comprenez un peu tous les concepts qui mijotent dans la tête d'un jeune homme qui se pose des questions. Et moi, conformément à mes valeurs qui m'ont été inculquées dans ma famille, si on veut, et mon expérience personnelle jusque-là, très clairement, j'ai choisi mon camp et c'était très clair que c'était les valeurs de gauche qui m'interpellaient. Donc, si on pose la question, pourquoi me présenter pour Québec solidaire? En raison de convictions bien ancrées à gauche. Alors, on voit ton cheminement au niveau de l'histoire. Je pense que tu as des compétences en J'ai une formation en histoire, évidemment, conformément à mon intérêt, j'ai fait des premières études en histoire, tout à fait. OK. Fait que ça aussi, ça a renforcé tes convictions. Ça n'a fait que renforcer. Donc, j'avais un intérêt pour l'histoire étant jeune et je l'ai poursuivi, cet intérêt-là, notamment par des études académiques en histoire. Puis ça t'a effectivement donné les concepts pour bien comprendre la situation, Tout à fait. comme tu disais, mondiale, la guerre froide, puis tout ça. Exactement. Et les développements ultérieurs, parce qu'on peut parler aussi du fait que, devenu adulte, à ce moment-là, quelques années plus tard, on était dans le contexte d'effervescence de la lutte antinéolibérale, contre la mondialisation antinéolibérale, qui était, si on veut, un autre paradigme dans lequel on est en quelque sorte toujours, quoique évidemment de période en période, certaines évolutions s'observent. Bon, c'est bon. Et tu as complété ta formation comme avocat. Oui, je suis présentement avocat, j'œuvre en droit social essentiellement, droit administratif et social, donc le gros de ma pratique est contentieux contre, si on veut, l'aide sociale. Donc des gens qui ont la difficulté à faire reconnaître leurs droits face à l'administration de l'aide sociale. Alors, c'est l'essentiel de ma pratique pour l'instant. Alors, ta pratique professionnelle correspond avec les valeurs, les convictions qui fait que tu es un militant de Québec solidaire. Toujours en conformité avec mes valeurs, c'est ma ligne directrice. Parfait. Alors, si on allait maintenant à un peu, qu'est-ce qui distingue pour toi Québec solidaire des autres partis politiques? Qu'est-ce qui distingue Québec solidaire? Alors en fait, certainement on pourrait mentionner conformément à l'analyse que j'ai présentée avant. Donc pour moi, c'est très clair que la grande ligne de force qui anime l'évolution de nos sociétés, c'est l'antagonisme entre le 1% des possédants. On peut assimiler ça à une analyse marxiste en quelque sorte, évidemment. Mon analyse s'est enrichie de différentes perspectives. Mais le 1% versus le 99%, c'est une autre manière de dire les détenteurs des moyens de production contre les travailleurs. Donc, essentiellement, c'est la ligne principale de force qui anime l'histoire. Évidemment, les hommes font également, les individus peuvent jouer un rôle en histoire, mais les forces en temps long, des mouvements de masse est effectivement l'élément déterminant de l'évolution historique. Alors, d'autres choses, Québec solidaire, donc parti de gauche, parti du 99% contre le 1%, mais également d'autres valeurs qui ont présidé à la fondation de Québec solidaire. On parle des valeurs féministes, altermondialistes, je l'ai mentionné, environnementales, absolument fondamentales. Ça ne sert absolument à rien d'avoir la meilleure société si on n'a plus de planète pour y vivre.
Alors, la lutte antiraciste, la structure démocratique à l'intérieur de Québec solidaire qui m'interpelle. Nous avons 2 co-porte-parole, donc pas de chef omnipotent qui va venir décider pour le parti au complet. On a des structures démocratiques qui font en sorte que les voix de chacun peuvent s'exprimer et qu'on dégage des consensus sur les positions à développer à Québec solidaire. Alors, si je vais maintenant au-delà des principes et des valeurs, si j'aborde maintenant des positionnements programmatiques qui distinguent Québec solidaire, ben, il y en a plusieurs qu'on est ou qu'on était les seuls à porter, parce qu'il y a certains des éléments dont on a fait la promotion depuis la naissance de Québec solidaire, qui maintenant ont fait leur chemin, qu'on pense à la constituante, sur laquelle il y a des discussions pour déterminer un cheminement d'accès vers l'indépendance du Québec en commun avec les autres forces souverainistes indépendantistes. Même chose sur la réforme du mode de scrutin. Des forces, disons, des alliances ou des éléments là, en commun ont été mis pour réformer le mode de scrutin. Aujourd'hui, on est toujours dans le mode de scrutin que René Lévesque qualifiait lui-même de nauséabond. Alors à ce moment-là, c'est un élément très important pour, disons, revivifier notre démocratie. Juste, je vais t'interrompre sur ça. Tu as participé comme oui. représentant de Québec solidaire. Oui, très bien. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu par rapport à la question du mode de scrutin. C'était sur la... Oui, alors malheureusement, les libéraux, conformément à leur pratique malheureusement trop courante, n'ont pas donné suite à leur engagement. Mais il faut se rappeler que Jean Charest, en 2003, lorsqu'il est venu au pouvoir, avait pris l'engagement de réformer le mode de scrutin. Alors, il avait mis en place, donc proposé un avant-projet de loi accompagné d'une commission parlementaire spéciale qui a fait le tour du Québec et pour donner de la légitimité, si on veut, à cette démarche-là, ils ont adjoint un comité citoyen, donc une expérience tout à fait de démocratie participative. De ce côté-là, on doit relever le fait, c'était plutôt bien, malheureusement, ils n'ont pas donné de suite, je reviendrai. Mais donc, de manière purement au hasard, j'aimerais bien dire que c'était par mérite, mais évidemment, je ne crois pas que mon mérite aurait été très reconnu par les libéraux si c'était eux qui avaient choisi les participants au comité citoyen. Donc, les gens qui avaient un intérêt pour cette question-là avaient le loisir de poser leur candidature et c'était un comité qui visait à représenter la société québécoise, donc des plus jeunes, des moins jeunes, les régions, les villes. Alors, il y a différentes lignes de force qui traversent ce débat-là, comme tous les débats. Alors, c'est un comité représentatif, donc comité citoyen de la commission spéciale sur la révision de la loi électorale, qui a accouché un rapport très, très avancé et qui, par la suite, en quelque sorte, a fondé, du moins, recoupe en grande partie ce qui est aujourd'hui la position de Québec solidaire. Une proposition d'un mode de scrutin proportionnel mixte avec une répartition sur des listes régionales. Alors, c'est un peu, je ne peux pas détailler la chose ici, mais voilà pour ce qui est de cette expérience particulière, en effet. OK. Alors, donc, tu as parlé de la question de la constituante, du mode de scrutin. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui distinguent plus particulièrement? Certainement, certainement. Écoute, Ginette, on n'a qu'à penser aux 15 de l'heure, le salaire minimum à 15 de l'heure que Québec solidaire est le seul à porter. Moi, une chose qui me touche particulièrement, c'est également l'approche préventive à la santé. Et il faut faire un lien là avec les aspects budgétaires, parce qu'il faut comprendre que maintenant, presque 50% des dépenses d'opération du gouvernement du Québec vont en santé. C'est important d'investir en santé, mais il y a aussi quelle approche à la santé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau alimentaire, on est dans une époque, depuis quelques dizaines d'années, avec l'alimentation industrielle, l'agribusiness, on est en train de vivre un empoisonnement collectif qui fait en sorte que les gens sont malades, sont moins productifs, moins heureux, et finalement, ça entraîne des coûts au niveau de la santé. Donc, Québec solidaire est totalement cohérent sur tous ces enjeux. Oui, on a des propositions qui impliquent de nouvelles dépenses budgétaires, mais on a également des propositions qui vont faire à terme en sorte que certains postes budgétaires seraient à même de diminuer. Donc, une approche préventive à la santé, je le répète, aurait tous ces avantages, en plus d'un avantage de dégager une marge budgétaire pour attribuer à d'autres besoins sociaux non comblés. Une charte de l'environnement, c'est un peu la même chose, c'est un peu, disons, similaire à la proposition là, relative à la santé que je viens d'aborder, c'est-à-dire une charte de l'environnement, c'est-à-dire subordonnée à la conformité à une telle charte, un peu comme les chartes des droits et libertés,
toute mesure législative va être adoptée par le gouvernement. Alors, on pourrait abonder et abonder. Québec solidaire est un parti unique sur la scène du Québec et un nombre de propositions importants nous distingue des autres formations politiques, certainement. Y compris la question du féminisme. Y compris la question du féminisme, tout à fait. On a toujours une préoccupation particulière quant aux enjeux transversaux, aux enjeux d'intersectionnalité, toujours regarder quel est l'impact spécifique sur la condition des femmes au Québec. Donc, on propose à Québec solidaire que chacune des politiques publiques soit analysée à travers ce prisme-là pour prendre en considération ce qui est plus de la moitié de la population du Québec, il faut bien le considérer. OK. Maintenant, si on passe plus concrètement à la circonscription de Louis Hébert, oui. D'abord, c'est une circonscription que tu connais bien. Tout à fait. J'y ai habité pendant 35 ans pour des raisons de commodité professionnelle. Ma copine était dans un autre secteur de notre belle ville de Québec, Limoilou. Donc, depuis environ 2 ans, là, je suis maintenant dans Jean-Lesage. Donc dans Limoilou, mais par contre, j'ai toujours ma famille, mes parents, mes amis sont encore essentiellement dans Louis Hébert. Au-delà de mon travail comme avocat, j'œuvre également dans le domaine du taxi, ce qui peut surprendre beaucoup de gens, avocat et taxi, on comprendra que c'est un peu particulier. Alors, on comprend qu'un avocat de gauche, c'est pas un avocat qui travaille pour les grandes entreprises et qui fait des 100 000 $ et des 100 000 $. Donc, pour compléter mon revenu, pour demeurer en en conformité avec mes convictions personnelles et pouvoir pratiquer le type de droit qui m'anime, eh bien, on doit peut-être à la fin du mois compléter et j'ai trouvé un métier complémentaire que j'aime beaucoup, je dois le dire, et qui me permet de rencontrer beaucoup de gens intéressants dans le comté. Alors, je travaille, enfin, ce que je veux dire, c'est que je travaille encore en partie dans la circonscription de Louis Hébert, qui, mentionnons-le, comporte le secteur de l'aéroport, si on veut, ce qui est en bas de l'aéroport, par chez nous, on appelle ça Jouvence, Cap-Rouge, Pointe-Sainte-Foy et la municipalité maintenant défusionnée de Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est bon. Et avec ton équipe électorale, je pense que vous avez discuté d'une plateforme spécifique pour Louis Hébert. Oui. Avec des revendications pour le comté. Oui, tout à fait, parce qu'on connaît bien notre comté et il y a des revendications, il y a des problématiques, des enjeux qui sont tout à fait d'actualité. On n'a qu'à mentionner tout d'abord la problématique qui est vécue avec l'entreprise Anacolor. Anacolor, c'est une entreprise qui fait de la peinture industrielle et qui est située en plein cœur de Cap-Rouge, donc tout près de la marina et tout près du Tracel. Et il y a toute une saga judiciaire quant au droit d'opérer dans un tel contexte. On se retrouve justement avec une entreprise qui a à la fois un enjeu de pollution et un enjeu d'odeur. Alors, il y a une question à savoir quel est le niveau d'émissions polluantes, mais certainement, une chose est très claire, c'est qu'il y a des odeurs qui incommodent les gens. Donc, ça pose la question de la hiérarchie entre le droit de produire, le droit du capital d'opérer libre de toute contrainte et le droit des gens, des habitants, de respirer un air sain et d'élever leurs enfants, une école à proximité. Alors malheureusement, on a une préoccupation pour les travailleurs de cette usine, c'est bien évident. Mais lorsque vient le temps de faire le choix entre le droit d'opérer d'une entreprise et le bien-être de la population, Québec solidaire fait son choix pour le bien-être de la population définitivement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres revendications que l'équipe électorale a élaborées? Oui, on a tout d'abord, c'est important de le mentionner, Québec solidaire, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, s'oppose à la perspective du tout à l'automobile et donc, et son corollaire, le développement pétrolier. Alors, c'est dans la circonscription de Louis Hébert que l'oléoduc Énergie-Est viendrait traverser le fleuve pour cheminer ensuite sur la rive sud. Alors, ça pose la question, justement, de tous les risques inhérents à un tel oléoduc qui viendrait en aval du fleuve à ce point-là, polluer le fleuve, la région de Québec et, à prime abord, le comté de Louis Hébert. Alors on connaît, c'est bien documenté, on sait très bien qu'il n'y a aucun mode de transport du pétrole qui est sans danger. Et là, on parle vraiment de nos sources d'eau potable. On parle vraiment aussi de nos berges. Alors, pour nous, c'est une opposition catégorique et frontale, autant pour les questions de qualité de l'eau et qualité de la faune aquatique, survie de la faune aquatique, mais également parce que ça s'inscrit dans le modèle du tout au pétrole, et je reviendrai, le modèle du tout à l'automobile, qui nous mène dans un cul-de-sac environnemental et qui menace maintenant les équilibres planétaires. C'est bon.
Alors, justement, tu parlais de transport, mobilité. C'est des enjeux plus régionaux, mais j'imagine qu'ils sont aussi importants dans ta plateforme électorale, que votre équipe électorale, vous avez dû en discuter. Et comme chauffeur de taxi aussi, j'imagine que cette question-là du transport, de la mobilité a dû aussi t'interpeller. Oui, ça nous interpelle. Alors, peut-être mentionner que j'ai travaillé dans le cadre d'un comité régional sur le mémoire à être déposé. Il y a actuellement, dans la ville de Québec, de nouvelles consultations. Le maire Labaume a relancé un processus consultatif pour savoir notamment quel type d'équipement structurant à avoir dans la région de Québec. Il était question successivement par le passé de questions relatives au tramway, au SRB, système rapide par bus. Alors, nous, on a pris position dans ce mémoire-là sur un certain nombre d'enjeux relatifs au transport et à la mobilité. Alors, nous proposons un tramway, que ce soit pour les raisons de capacité de transport, de confort, de pérennité de l'installation. Alors, on propose ça dans notre mémoire. Et ça a comme corollaire que dans Louis Hébert, puisque nous proposons que, disons, le cœur ou le premier tronçon va être construit du tramway dans la région de Québec, soit sur l'axe cité universitaire ou, disons, peut-être centre d'achat, mais cité universitaire, colline parlementaire. Donc, on comprend que c'est essentiellement le tronçon actuellement couvert par les autobus 800. Alors, ultimement, le fait qu'on développe un tel tramway pourrait libérer des métrobus pour enfin desservir le cadran ouest, ouest-sud-ouest de la ville qui correspond à Louis Hébert. Parce que lorsqu'on regarde la carte du RTC présentement, on se rend compte que ce secteur-là est en toute fin pratique un quasi-désert de transport en commun. Donc ce qu'on propose, c'est de faire l'extension d'une ligne métrobus. À l'heure actuelle, il y a 3 lignes métrobus pour ceux qui sont de la région de Québec, la 800, la 801, la 807, qui terminent au terminus Marly, donc au ministère du Revenu. Alors nous, ce qu'on propose, c'est que ça poursuive son chemin vers la côte de Cap-Rouge, que ça descende dans Cap-Rouge, que ça suive le tracé optimal qui demeure à définir dans Cap-Rouge pour rejoindre le campus Notre-Dame-de-Foix, institution scolaire importante sur notre territoire, et cheminer vers Saint-Augustin-Village, qui est un segment du comté qui est un peu excentré. Là, il y a une certaine zone rurale entre, disons, le secteur plus à l'est de Saint-Augustin et ce secteur-là que, par chez nous, on appelle Saint-Augustin-Village. Alors, une proposition relative à un développement d'un métrobus. Peut-être aussi terminer sur le fait que Québec solidaire, conformément en cohérence avec ce que j'ai parlé, nous opposons au modèle du tout à l'automobile. Et les libéraux viennent d'annoncer qu'ils même pas allaient financer, parce que tout ça est cousu de fil blanc. Ils lancent une balloune politique à l'effet qu'il y aurait un troisième lien automobile. Alors nous, pour ce qui est d'un troisième lien qui incorporerait le transport, il y a toute la question de l'état du pont de Québec. Alors nous, on a une position très nuancée sur la chose, mais une chose est sûre et certaine, qu'un pont qui sert un troisième lien, que ce soit un pont ou un tunnel, servirait à augmenter le transit automobile et qui participerait de la même philosophie, si on veut, que l'extension ou l'élargissement de l'autoroute Henri IV. Pour nous, c'est un cul-de-sac environnemental, c'est une perspective que nous rejetons. Et de toute manière, notez bien, les libéraux n'ont parlé ni de modalité de construction, ni d'échéancier, ni de financement. C'est vraiment une balloune électorale parce qu'ils savent que certains acteurs, pour ne pas les nommer les radios poubelles, font la promotion de ce troisième lien-là. Mais il faut vraiment être inconscient des enjeux environnementaux pour accueillir favorablement une telle proposition qui vraiment, ça nous mène nulle part. Alors, juste un petit aparté, vu que tu es chauffeur de taxi, j'imagine qu'Uber, ça te dit quelque chose? Oui, on s'oppose frontalement à Uber. C'est totalement inacceptable, une compagnie qui a opéré de manière illégale, de manière sans respecter le cadre fiscal qui aurait dû s'appliquer. Donc, pas payer leurs taxes ou leurs impôts, pour parler simplement. Et la meilleure manière de les sanctionner, que le gouvernement libéral a trouvé, ça a été supporté par la CAQ, soit dit en passant, c'est de leur octroyer un cadre d'opération, maintenant les légaliser, plus favorable que celui dans lequel opère le taxi. Alors c'est totalement inacceptable, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une offre de transport et il y a une demande de transport. Et que là, jusqu'à maintenant, il y avait un équilibre qui était fait avec un contingentement du nombre de permis de taxi. Alors,
l'arrivée d'Uber complètement déséquilibrée. Aujourd'hui, des gens qui faisaient partie, donc les chauffeurs de taxi, qui faisaient partie de la classe moyenne raisonnable, avec des revenus décents qui permettaient d'élever leur famille, sont maintenant en train de sombrer dans la pauvreté et doivent faire des heures, déjà qu'ils faisaient des heures importantes, des heures maintenant incroyables pour parvenir à gagner leur vie. J'ai vu de mes yeux des camarades du taxi qui est arrivé à 60 ans, 65 ans, pensait pouvoir prendre une modeste retraite à côté sur un actif qui devait valoir 200 000 $ et qu'il valait sur le marché secondaire, donc pour revendre son permis de taxi il y a quelques années, 2 ans. Et maintenant, avec l'arrivée d'Uber, ces gens-là se retrouvent, comme on dit en bon québécois, gros gens comme devant plus rien, avec la perspective de devoir travailler jusqu'à la fin de leur jour. Alors, je vous dirais que le choix qui a été fait par le Parti libéral n'est pas celui de Québec solidaire et on tient à manifester notre solidarité avec les chauffeurs de taxi et on s'engage évidemment à mettre un terme à cette dérive Uber dans l'éventualité d'un gouvernement solidaire. OK. Ta campagne électorale est aussi axée autour d'une équipe électorale, d'un local, c'est axé sur des événements politiques. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet échéancier-là, puis un peu de cette structuration-là, puis de cette organisation? Certainement, ça me fait plaisir, d'autant plus que je vais d'abord commencer par l'incontournable, c'est-à-dire l'équipe électorale, parce qu'on peut parler très bien des événements et du local, mais ce sont les gens avec qui on travaille, les humains au premier chef qui font cette campagne-là. Alors, j'ai vraiment une belle équipe. À Louis Hébert, on avait déjà un noyau intéressant et on a été rejoint par des forces vives de la région de Québec. Dans le cadre d'une partielle, on comprend qu'on a des camarades, des comtés adjacents qui peuvent venir donner un coup de main. Alors, on mène vraiment une campagne d'envergure, très bien organisée. En témoigne, on peut trouver ça anecdotique, mais on peut en témoigner le fait qu'on a été les deuxièmes à afficher nos pancartes dans le comté. Alors évidemment, le parti au pouvoir les place, et on tient à le dénoncer, les place durant la nuit précédant l'adoption du décret qui déclenche les élections. Alors nous, le lendemain ou 2 jours plus tard, nos pancartes étaient montées. Pour les pancartes, je tiens à mentionner, parce que c'est une préoccupation qui a été avancée par un de nos membres, il a été proposé de faire une campagne sans pancarte. Alors on comprend qu'il y a des enjeux de pollution visuelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces pancartes-là par la suite? Alors, nous, à Québec solidaire, Louis Hébert, dans notre campagne, on a décidé, oui, de poser des pancartes parce que c'est un moyen qui nous est accessible pour nous faire connaître ou nous faire voir. Okay? On n'a pas les moyens que peuvent avoir les autres partis pour acheter de la publicité, par exemple, dans les médias, même dans les médias locaux. Une demi-page, un quart de page, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, oui, on a décidé d'être présent par pancarte, mais de limiter à 100 pancartes pour l'ensemble du comté notre présence. Et on s'engage à faire un usage à des organismes, à communiquer, à donner finalement à des organismes à l'issue de la campagne ces choroplastes qu'on appelle en termes techniques. Et de toute manière aussi, ce qu'on se rend compte, pour en être à ma 6e campagne électorale, ce qu'on se rend compte, c'est que dès le lendemain des élections, les pancartes disparaissent. Alors j'ai cru comprendre que certains déménageurs, pour isoler les meubles dans le cube du camion, mettre ça entre les meubles. Donc, tout ça pour dire qu'on a une préoccupation environnementale, de recyclage également par rapport aux pancartes. Et on tient à proposer par la même occasion qu'il y ait un encadrement. Autant par rapport au temps de parole, à la nécessité que les médias donnent un temps de parole équivalent à tous les candidats. Encore hier, ou avant-hier, on doit le déplorer. TVA a fait un topo sur l'élection partielle dans Louis Hébert et nous a exclu un parti représenté à l'Assemblée nationale. Donc, c'est totalement inacceptable. C'est encore je ne vais pas dire manipulation, mais c'est une expression de cette réalité bien réelle, que ces grands médias-là sont la propriété de conglomérats médiatiques que possèdent des millionnaires. Et les millionnaires, c'est sûr que nos propositions, ça va peut-être pas dans leur sens, mais ils n'ont pas à manipuler le jeu politique en faisant, comme ils le font, là, une sélection dans l'information que les citoyens peuvent avoir pour se faire une idée sur leur vote. Alors voilà, donc on propose tant en termes de pancarte qu'en termes de contenu ou de parution médiatique qu'il y ait un temps équivalent et que les gens puissent faire leur choix, non pas en fonction de l'exposure que tel ou tel candidat ou parti politique aurait pu avoir, mais pour la valeur intrinsèque des propositions qu'il ou elle porte. Okay. Il y a un local? Il y a un local. On a pris un local au Campanile, donc dans le secteur Pointe-Sainte-Foy. Il est maintenant en opération.
L'adresse, Marie-Christine, est-ce que l'adresse, tu peux me... 3869 rue du Campanile. 3669 rue du Campanile, dans le secteur Pointe-Sainte-Foy. Donc, vous êtes cordialement invités à venir nous voir. On assure une permanence en tout temps, sur les heures de jour et même en début de soirée. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez venir prendre du matériel promotionnel, je n'aime pas trop le terme, venez nous voir, ça va nous faire plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos questions le cas échéant. Je sais que tu vas me questionner maintenant sur nos temps de campagne ou nos événements. Alors, on a un début de campagne, on a une fin de campagne, parlons de ça pour commencer. On a un début de campagne, donc un lancement qui aura lieu le 10 à notre local de campagne, donc le dimanche 10 septembre. À quelle heure? Alors, il y a à 13 h le lancement, en quelque sorte, jumelé à l'investiture officielle de candidats. Ce sont des modalités techniques, je ne vais pas plus loin là-dessus. Et on sera en présence de notre cher député Amir Kadir, qui sera présent sur place. Alors, dès 13 h, les gens sont cordialement invités à venir nous voir. Et on va faire à ce moment-là le lancement de la campagne. C'est suivi ensuite pour ceux qui désirent d'une petite formation sur le porte-à-porte. Et on va former les équipes pour partir pour le reste de l'après-midi, faire du porte-à-porte dans le comté. Et ensuite, on se retrouve à 17 h pour faire un 5 à 7 dans un lieu là, adjacent où on pourra prendre une bière et discuter politique ou autre chose autour d'une bière. Alors ça, c'est le début de campagne. On a également le 2 octobre, donc le jour du lancement, pas le jour du lancement, mais le jour de l'élection à proprement parler. Alors, on aura passé une grosse journée, parce que dans Québec solidaire Louis Hébert, dans notre campagne, on va faire du pointage, on va faire de la sortie de vote, donc on aura une organisation rodée au quart de tour pour s'assurer que les gens qui supportent l'option de Québec solidaire iront exprimer leur vote dans l'urne. Alors, une grosse journée de sortie de vote, et à 20 h, on se retrouve au restaurant adjacent à la marina de Cap-Rouge, sur un lieu magnifique, que d'ailleurs on veut préserver magnifique en ne le polluant pas par une nappe pétrolière et des fuites pétrolières qui pourraient sortir de l'oléoduc, alors qui serait quelques kilomètres en amont. Alors voilà, donc on aura à ce moment-là, espérons-le, pour fêter une progression et qui sait une victoire de Québec solidaire dans Louis Hébert. Nous, on croit que tout est possible. Et je tiens à mentionner aussi que dans le cadre d'une telle campagne, les résultats ne s'estiment pas simplement en chiffres et en résultats électoralistes. La construction d'une équipe, la pérennité, faire connaître nos idées, ce sont également des objectifs importants qu'on a dans cette campagne. Et pour nous, quel que soit le résultat, ça aura valu la peine de se battre. Mais on est bien confiant que le vent qui a porté Gabriel Nadeau-Dubois d'Angouin va souffler jusqu'à Louis Hébert. Et Gabriel, d'ailleurs, on peut l'annoncer, sera présent avec nous le 10, pas le 10, mais le 2 octobre pour écouter les résultats et passer le reste de la soirée ensemble pour, espérons-le, fêter le résultat de cette élection. Alors, merci beaucoup, Guillaume. Reste-toi à gauche, je te remercie de ta participation. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est un média à connaître et à partager.